Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est réunis aujourd'hui dans le cadre de la thématique abordée par l'Institut français de Tunisie pour ce mois de février, qui est le mois de l'amour. C'est l'amour de l'art et des arts visuels en particulier. Après une première invitation autour du graphe qui a eu lieu en début de mois, cet amour de l'art se conclura fin février sur un salon avec des expositions d'artistes, de jeunes artistes et d'artistes plus confirmés de la scène tunisienne. Et entre-temps, on se retrouve ce soir pour des regards croisés sur la scène contemporaine africaine avec un panel de choix qui vont donc donner leur impression, leur sensibilité à travers leur expérience professionnelle sur cette scène artistique. Donc, le continent africain est vaste et divers selon les pays. Et il y a différentes approches, le lien avec les autres continents aussi. Donc, c'est dans cette perspective-là qu'on réfléchira à cette scène artistique aussi. Alors, je vous présente nos invités. Donc, Aude Christelle Mba, qui est commissaire indépendante, qui travaille entre les Pays-Bas et le Cameroun, qui a aussi toute une démarche pour décoloniser la pensée artistique. Vous pourrez nous en parler tout à l'heure. Armelle Dako, qui est directrice de la foire ACA, qui pourra nous parler du rôle des foires justement pour donner de la visibilité à la création au niveau de ce continent. Leila Ida, artiste avant tout, et aussi créatrice de l'espace Le 18 à Marrakech, qui est un espace alternatif où se déroulent des expositions, des rencontres et des résidences artistiques. Youssef Crash, photographe, qui fait partie du collectif 220 qu'on avait eu le plaisir de découvrir lors de l'exposition Kerkena 01, mais aussi extrêmement présent en Algérie et au-delà, et qui pourra aussi nous parler de l'intérêt des collectifs d'artistes comme force de proposition. Olfa Feki, commissaire indépendante, directrice artistique, qui a donc été à l'initiative, entre autres, de la plateforme Kerkena 01 et spécialiste de la photographie contemporaine sur le continent. Ludovic Delalande, commissaire à la Fondation Louis Vuitton, plus particulièrement responsable de l'Open Space, qui permet de montrer des artistes, des scènes émergentes. Donc, vous pourrez aussi nous dire un peu votre approche et vos liens que vous établissez avec de jeunes artistes de la scène africaine et au-delà. Valentine Oumanski, qui est commissaire et directrice artistique à la Fondation Taurus. Vous travaillez actuellement à la Tate moderne de Londres et vous avez des responsabilités plus particulièrement sur l'art vidéo. Vous vous intéressez aussi aux différentes formes de contestation et d'engagement sur la scène artistique, donc on pourra aussi échanger là-dessus. Et Mariana Liosi, vous êtes chercheuse universitaire et vous étudiez particulièrement l'esthétique des dynamiques sociales, les rencontres entre le public et une œuvre et l'importance aussi des réseaux sociaux dans cette démarche. Alors, pour commencer, je vous propose, donc je vais vous donner la parole à tour de rôle. Je vais commencer par Aude, si vous voulez bien, pour nous dire un petit peu votre perception de la scène artistique actuelle sur le continent, peut-être plus un focus sur le Cameroun où vous travaillez régulièrement à travers
Surtout, vous avez fait beaucoup de rencontres avec des artistes, donc on vous écoute. Merci, bonsoir, merci Elsa pour cette introduction. En fait, comme vous l'avez dit, je suis Autrice Temba, je suis commissaire indépendante originaire du Cameroun et depuis 2018, je travaille entre les Pays-Bas et le Cameroun, ce qui est un peu difficile actuellement parce que là, je suis bloquée. Excusez si mes propos vont sembler beaucoup pessimistes parce que l'air du moment n'est pas très favorable, mais disons que je suis un peu restreinte par mes déplacements et mon travail au Cameroun, mais ce qui n'exclut pas que je continue d'être active sur la scène et d'avoir des partenariats avec certaines institutions avec lesquelles je me sens proche et avec lesquelles nous travaillons sur des projets bien particuliers. Actuellement, je crois que la scène artistique du Cameroun euh, traverse pas la même période que beaucoup de pays africains, mais il y a un très grand contraste entre celui que je vis ici et celui qui se passe là-bas, étant donné que des activités artistiques continuent, comme d'habitude, parce que la gravité du COVID n'est pas la même qu'en Europe. Donc, plein d'institutions continuent de travailler, les institutions culturelles. Bien sûr, les musées, pour la majorité, sont fermés, mais les galeries continuent avec des expositions. Les artistes sur le plan du marché que je ne maîtrise pas beaucoup, mais ayant des contacts et travaillant avec des artistes, je sais aussi que la période du COVID a beaucoup affecté la majorité des artistes, étant donné que leur marché est européen. Disons que la plupart des artistes arrivent à vivre des œuvres qui sont vendues à l'extérieur de l'Afrique en majorité. Donc, il y a un grand coût sur ce plan-là, des artistes qui n'avaient plus d'opportunité de présenter leurs œuvres dans les galeries en Europe, à Londres, aux États-Unis. Et donc, disons, ça a eu un grand impact les revenus personnels des artistes, mais aussi sur la question des déplacements et la question d'opportunités même ponctuelles, c'est-à-dire être invité à un événement qui se passe. Ce sont des choses qui ont disparu et les artistes en ont souffert pendant l'année de 2020. Ça commence à revenir, mais on sait tous qu'en Europe, la majorité des pays sont encore confinés. Et puis même sur la question des déplacements, précisément, l'obtention des visas, les refus de traverser les frontières. Donc, c'est un peu difficile dans ce sens-là. D'accord. Et justement, est-ce que le marché s'est ouvert localement, comme ça a été le cas pour certains pays, où du coup, il y a certains collectionneurs qui ont émergé, ou disons qu'il y a un marché local, entre guillemets, je pense que Armel pourra rebondir là-dessus, qui s'est développé? Non, je ne crois pas. Je crois que le marché local continue d'être pour la majorité des expatriés qui achètent des œuvres, qui vivent au Cameroun et qui achètent des œuvres de Camerounais. Et puis, ça dépend aussi parce qu'il y a une range d'artistes qui proposent des œuvres à l'extérieur et dont les œuvres ne peuvent pas, le prix des œuvres ne peuvent pas être, ne permet pas la possibilité d'acquisition des personnes locales. Mais il y a aussi une autre range d'artistes qui exposent dans des petites galeries au prix qui sont forcément abordables et qui permettent justement d'offrir quelque chose au marché. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le pays en lui-même a peu de galeries et peu d'espace de monstration des œuvres. À Douala, par exemple, on a Douala qui existe depuis 1991. On a quelques galeries qui se sont créées il y a quelques années. Bon, on a aussi la galerie MAM qui présente souvent à Accra, qui continuent de travailler, mais aussi qui ont pris quand même, qui ont dû fermer les portes à cause du COVID. Et il y a d'autres galeries qui se sont ouvertes il y a 2 ans ou bien l'année dernière, mais qui, parce elles sont encore très jeunes,
commence à peine. Donc, c'est pas si évident que ça. D'accord. Merci pour ce bref panorama. Justement, on parlait de marché. Armel, après quelques mots pour présenter à certaines personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent qu'est-ce que ACA et quels sont ses buts. Comment voyez-vous la scène artistique actuellement et comment vous analysez le marché justement? Alors bonsoir, merci Elsa et l'Institut français de Tunis pour cette invitation. Pour répondre à votre question déjà par rapport à une brève présentation de ACA, donc ACA pour Also Known as Africa est une foire d'art contemporain et de design qui se trouve à Paris, qui se tient à Paris tous les ans. Nous préparons d'ailleurs la prochaine édition qui se tiendra au Carreau du Temple en novembre prochain, du 11 au 14 novembre précisément. Une foire, alors déjà, c'est le premier but d'une foire, c'est d'être une plateforme de mise en relation entre des galeries et des collectionneurs, des institutions, des musées, des fondations, un public aussi lambda qui serait amené à venir visiter une foire comme une exposition pour y découvrir des artistes qui ne verraient pas ou qui n'auraient pas la chance d'avoir encore découvert. Donc une foire vue comme une plateforme a cette volonté effectivement de développer une visibilité sur une scène artistique. La nôtre, elle est ciblée sur les artistes du continent africain, de la diaspora, mais aussi sur tous les artistes qui revendiquent un lien artistique à l'Afrique. Donc, on peut avoir des artistes de tout horizon ou de tout pays ou de nationalité confondue qui sont représentés à la foire. La foire elle se déroule sur un temps assez court, donc c'est assez intense. On est sur 4 jours, 4-5 jours en moyenne. Et il faut imaginer une foire comme un peu un espace où on va se concentrer des galeries d'un peu partout. Donc nous, notre spécificité est quand même l'Afrique, donc nous avons des galeries du continent. En moyenne, nous avons quand même un tiers au minimum de galeries du continent qui sont présentes à Paris pour défendre leurs artistes. Nous avons également des galeries, bien évidemment, de Paris, de France, également d'Europe. Un petit peu d'ailleurs de manière plus internationale aussi. Mais la grande majorité des galeries viennent du continent et de Paris ou d'Europe. Donc, ce sont en moyenne 50 galeries sur une année, on va dire, classique avant Covid, que nous accueillons au Carreau du Temple jusqu'à l'année dernière. Malheureusement, nous avions revisité un petit peu notre format pour répondre un petit peu aux difficultés de tenir une foire en temps de Covid. Puisqu'on se tient en novembre, on était après un peu le premier confinement en France de mars et un peu la première vague mondiale et le fait que nous sommes restés un peu tous quoi devant cette pandémie. Donc, on a eu quelques mois pour réfléchir effectivement à comment organiser une foire et continuer à structurer un marché, parce que cette scène contemporaine d'Afrique, effectivement, elle existe depuis un certain temps maintenant, mais elle a une visibilité en France, en tout cas, depuis bien moins longtemps. Donc, on travaille beaucoup à cette visibilité et à structurer ce marché en France, parce que du moins plus visible depuis plus récemment. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup depuis 5-6 ans à ce que ces artistes intègrent un marché de manière plus globale et qui sortent un petit peu de leur cocon et de leur pays exclusivement, parce que pour certains, c'est vrai qu'on n'avait pas la chance de les voir en dehors de leur pays. Le format de l'année dernière, il a été réduit à un format un peu plus curaté, qui relevait un peu plus de l'exposition dans un lieu qui relevait plutôt de l'hôtel particulier qui s'appelait l'Atelier Richelieu. Malheureusement, on n'a pas eu de chance, malgré toute cette réflexion pour revisiter le format d'une foire. Nous sommes tombés en plein dans le deuxième confinement.
de novembre à Paris. Donc, on n'a pas pu tenir cette 5e édition de manière physique. Donc, nous avons basculé en partie en digital sur toute notre programmation culturelle, parce qu'il faut savoir que ACA est une foire également avec toute une plateforme culturelle où nous avons une programmation qui est dédiée à des tables rondes sur une thématique bien précise, pour lequel on invite des artistes, des intervenants, des professionnels du milieu. On invite aussi des acteurs culturels qui n'auraient pas tout à fait la même programmation qu'une foire, qu'une galerie commerciale au sein de la foire. Donc, c'est un espace un peu plus collaboratif où on peut y trouver aussi des performances, des lectures, des rencontres, où tout est mis en place pour pouvoir amener au dialogue et aux rencontres. Donc, cette programmation culturelle, on explore aussi du cinéma, enfin, tout plein d'aspects ne pouvait pas non plus se tenir de fait. Donc, cette partie-là a été basculée en digital en 2020. Donc, on a eu plusieurs tables rondes qui ont été menées sur la plateforme de Zoom, tout comme nous en avons une ce soir ici avec vous. Et puis, nous avons travaillé, on a pris le parti de ne pas réaliser une énième foire virtuelle, tout simplement parce on était en fin d'année, qu'on en avait vu beaucoup de foires virtuelles, que c'est une expérience qui est encore récente et effectivement qu'il faut développer. Que nous souhaitons mettre en place, mais effectivement, une plateforme virtuelle, il faut du temps, il faut des moyens et il faut pouvoir la développer également. Donc, c'est aussi une expérience en soi sur lequel on veut prendre le temps d'y travailler. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, maintenant, on passe difficilement à côté d'une plateforme virtuelle, comme nous sommes une foire, mais difficile de remplacer la version physique, en tout cas, la rencontre physique qui est le cœur du métier d'une foire. Et quant au marché, il a perduré pendant cette période un peu spéciale. C'est vrai qu'on a en France, il y a des galeries qui s'en sont mieux sorties que d'autres. Sur le continent, je pense que en fonction des pays, il y a certains pays qui ont des collectionneurs locaux, qui ont des réseaux aussi, qui ont des institutions. Le Maroc, l'Afrique du Sud, c'est déjà bien ancré. Je reviens de Kinshasa en janvier, parce que je suis également la co-commissaire de la prochaine édition de la Biennale de Kinshasa. Ils ont un marché sur place avec des collectionneurs. Ils n'ont malheureusement peut-être pas suffisamment de structures, notamment de galeries ou d'institutions, pour porter un peu tout ça, parce que c'est un ensemble. Mais ils ont des collectionneurs qui achètent soit directement auprès des artistes, parce qu'il n'y a pas de galerie, qu'il n'y a pas d'intermédiaire ou de professionnel du milieu pour structurer tout cela. Mais bien sûr, le fait d'avoir une foire en France, à Paris, pour nous est important de ne pas oublier que nous tissons des relations avec des partenaires sur le continent et ailleurs en Europe également, pour que ce soit une vision globale. Voilà. Merci de nous avoir présenté donc, vos deux activités sur le continent et en France. Donc, ce qui montre aussi, vous avez commencé à aborder la question du digital comme alternative et non pas en remplacement. Je pense qu'on pourra y revenir un peu plus tard. Juste pour nos auditeurs, si vous voulez poser des questions sur la page Facebook, n'hésitez pas. On prendra un temps tout à l'heure pour y répondre. Maintenant, je vais laisser la parole à Leïla. Donc, pour un petit peu un état des lieux, comment va la scène artistique au Maroc, comment va le 18, quelles sont les réflexions en cours, les perspectives? Bonsoir Elsa, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, en ce qui concerne le 18 et la scène artistique à Marrakech et au Maroc globalement, ça a été, je pense, un peu comme dans beaucoup de scènes sur le continent. Il y a eu un moment où on a dû se confiner forcément, et donc pour les espaces comme le 18, qui est un espace public, qui accueille un public sur des événements réguliers,
ça a été un moment qui était assez complexe, on va dire, parce que la majorité de notre programmation se passe dans un lieu physiquement. Donc, ça nous a forcé à repenser nos formats. Donc, le 18, rapidement, pour le repositionner, c'est un lieu culturel qui a été créé en 2013. Qui fonctionne comme une résidence d'artistes aussi, et puis un lieu de programmation avec des cycles et un certain nombre de programmes au long de l'année, et qui a une programmation régulière. C'est un des lieux à Marrakech, en tout cas, qui a une programmation régulière. Ce qui signifie qu'il y a une équipe qui travaille à produire constamment sur différents axes des programmes qui sont initiés avec d'autres curateurs, des commissaires d'exposition, des chercheurs. C'est aussi un lieu qui apporte qui a vocation à amener des différentes perspectives autour de certaines thématiques que nous menons, et des perspectives qui croisent des recherches aussi bien artistiques, mais aussi d'autres types de pratiques et de perspectives. Et donc, durant en tout cas cette période, on va dire de 2020 à aujourd'hui, ça nous a permis en tout cas de repenser nos formats et de repenser la question de la médiation. On a proposé justement pendant la période du lockdown certains programmes en ligne qui étaient quelque chose de complètement nouveau pour nous, puisque la majorité de notre programmation se passe nécessairement en relation avec un certain nombre de personnes qui contribuent avec nous. Donc, ça a été une période où on a remis en question beaucoup notre méthodologie de travail. On a remis en question un peu notre méthodologie de travail. Pardon, Elsa. Je vais prendre juste un coup d'eau parce que je... Oui, allez-y, allez-y. Je vous laisse. Voilà. Ça va mieux? Oui, ça va. J'ai eu une grosse journée, un peu difficile. Oui, j'imagine. Pour moi de rester concentrée. Donc, vous nous disiez que vous aviez un petit peu réfléchi à la médiation, à la manière, en fait, de garder le contact et de continuer à réfléchir ensemble et de partager. Oui, c'est ça. Ça a été un moment, en fait, de réflexion autour des aspects plutôt de médiation. Donc, on a pas mal réfléchi à ce qui était possible et ce qui faisait sens dans le contexte de Marrakech et dans le contexte de notre activité dans la Médina, puisque la majorité de notre action se passe dans la Médina et avec une communauté locale, en particulier sur des axes comme ceux qu'on a développés autour de l'eau, autour de l'oralité. Donc, on a développé certains programmes en ligne qui ont eu lieu pendant quelques mois durant le confinement. Suite à ça, on a eu la chance du coup de reprendre l'activité à partir du mois de septembre, et c'était important pour nous de réouvrir et bien sûr de pouvoir reproposer notre programmation à un public qui est local, puisque la majorité de notre programmation a permis de développer on va dire ce public localement. Au niveau de la ville de Marrakech, ça a été plus ou moins la même chose pour la majorité des initiatives et des projets comme le 18, on va dire des lieux culturels. Beaucoup ont repensé un peu leur format, ont du coup fait des propositions, on va dire, en ligne pour continuer à avoir de maintenir un lien avec leur public, avec leur réseau, et par ailleurs
à Casablanca, par exemple, on a vu qu'à la sortie du confinement, il y a eu une reprise assez importante de la part des galeries, plutôt, puisque Casablanca est plutôt la ville, on va dire, où il y a plus on va dire, une scène plus commerciale. Et ce qui a permis à Casablanca de se repositionner, on va dire, sur la scène culturelle, sur la scène artistique, par rapport à Marrakech, qui commençait sur les dernières années jusqu'à 2020, grâce à différentes formes de manifestations, comme la Art Fair ou la Biennale de Marrakech, de se positionner comme vraiment une ville importante, on va dire, sur le pays, mais sur le continent aussi, au niveau de l'art contemporain. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, on a vu émerger beaucoup de propositions dans d'autres espaces, dans d'autres villes, au nord aussi, dans différentes villes dans le sud. Diverses, on va dire, formats ont émergé. Où on a vu les artistes faire des propositions eux-mêmes de résidences où ils se sont organisés entre eux, où ils s'invitaient les uns les autres, des choses qui se sont faites de manière assez spontanée. Et je pense qu'il y était un peu des réactions aussi à un système global qui fait que quand les choses s'arrêtent tout d'un coup comme ça s'est passé là pendant on va dire pendant la pandémie, et bien ça nous force quelque part à repenser nos formats et à repenser les choses en perspective par rapport à un système. Et c'était très intéressant ce qu'on a vu se passer ces derniers temps, c'est qu'il y a une forme de solidarité et des formats qui ont émergé de cette situation qui nous font réfléchir à ce que pourrait être la scène par la suite, à ce que pourrait devenir en tout cas cette scène ou la manière dont elle pourrait évoluer dans les années à venir. Merci. Donc, de nouvelles formes, de nouveaux formats, de la médiation, de nouvelles initiatives. Donc, je vais, sur ce que vous dites, je vais faire rebondir Youssef, qui, lui, le collectif et les autres formats, vous le pratiquez depuis un moment. Donc, vous, en tant qu'artiste, Youssef, photographe, engagé dans un collectif, comment vous voyez la scène artistique aujourd'hui sur le territoire sur lequel vous vous trouvez en Algérie? Le micro, Youssef, s'il vous plaît. Ouais. Super. Je disais que voilà, je pense qu'il y a deux scènes. C'est-à-dire, il y a la scène artistique classique et tout, où elle est plus ou moins développée et tout, et il y a la scène photographique, où il y a beaucoup de photographies documentaires qui se fait et tout, mais il n'y a pas vraiment un marché, local pour ça. Et donc, une bonne partie des photographes algériens commercialisent leur art et tout à l'extérieur du continent. Et pour le collectif, c'est un collectif qui existe depuis 5-6 ans maintenant. Là, on est 5 membres, on est 5 photographes. On vient d'ouvrir, on vient de lancer un appel à candidature pour accueillir des nouveaux membres. Et chacun de nous, chacun de nous a eu quelques petites expériences en dehors de l'Algérie. Et c'est un peu ces contacts qui nous permettent un peu de vendre ce qu'on fait. Je ne sais pas pourquoi les collectionneurs ne s'intéressent pas beaucoup à la photographie, mais voilà. Et depuis 2018, avec ma femme, on a lancé une maison d'édition spécialisée dans l'image. Puisqu'on s'est dit que voilà, il y a différentes manières de montrer des images. Il y a les expositions qui se font un peu partout et tout, mais il y a aussi le livre. Et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition spécialisées dans cet univers-là. Et voilà, on a mis en place la Chambre Claire, qui est une maison d'édition et qui est une boîte de production cinématographique. Et c'est un peu fou comme défi, parce que voilà, c'est-à-dire le numérique nous a d'un côté permis de faire connaître nos photos et tout,
Mais en parallèle, on se lance à produire du papier, à mettre des images sur du papier et tout. Donc, le début est un peu compliqué, mais voilà, on se retrouve avec 3-4 projets en cours. Il y a un livre qui ne va pas tarder à voir le jour. Et Donc, voilà. principalement des livres de photographie, de photographes algériens ou de d'autres pays, ou des livres thématiques qui regroupent des photographies de différents artistes. C'est des livres spécialisés dans l'image au sens large. Donc, il y a de la photographie, il y a aussi du cinéma, de la BD et un peu de tout. On est ouvert à tous les... C'est-à-dire, on a déjà édité, par exemple, un photographe français qui a travaillé sur l'Algérie et tout. C'est vrai que c'est une édition limitée, mais voilà, c'est-à-dire on est ouvert à toutes les nationalités. Mais en parallèle, on s'intéresse beaucoup à ce qui se fait ici, quoi. C'est qu'on sait bien que l'Algérie, pendant une période, était un peu isolée. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'images, on n'a pas vu beaucoup d'images ailleurs, quoi. Et là, justement, avec le collectif et avec cette maison d'édition, on essaye justement de montrer des images au monde extérieur et sur Internet et de façon virtuelle. C'est un peu le truc qui nous a fait connaître ailleurs et aussi en mettant ça sur des supports physiques, quoi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur le collectif 220? Comment est venue l'idée de vous regrouper? Quelle est votre démarche? Puisque vous faites un appel à candidature, donc là, c'est l'occasion de le réitérer. Oui, c'est un collectif de photographes algériens et on inclut aussi les photographes de la diaspora. On s'est rencontrés il y a de cela 6 années, on se connaissait un peu, quelques-uns étaient amis, d'autres se connaissaient de loin, quoi, sur Internet. Et on avait vu que voilà, chacun de nous bossait de son côté. On n'arrivait pas vraiment à faire changer les choses et tout. On n'arrivait pas à imposer cette photographie d'auteur sur le territoire. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire unir nos carnets d'adresses, pourquoi ne pas faire unir toutes nos forces et tout pour pouvoir mieux négocier avec ceux qui viennent chercher des images ici, pour vulgariser un peu la photographie ici, pour mettre en place des workshops, parler de photographie, de livres photographiques. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait depuis un moment. Et par exemple, là, justement, le collectif s'associe à la Chambre Claire, par exemple, et avant que le Covid vienne nous tout gâcher, quoi, on avait lancé, par exemple, des cycles pour parler de photobook. Et donc, à chaque fois, on choisit, par exemple, un livre d'auteur, un livre photographique, et on essaye de décortiquer ce qu'il y a dedans, on parlait. Et au début, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde et tout, mais maintenant, ça avance bien. Et on va relancer ça durant cette année. Après, chacun continue à faire ce qu'il faisait de son côté, mais en parallèle, on a travaillé sur quelques projets collectifs. On a par exemple justement participé à Qarqna. C'était un peu une commande pour le collectif et donc chacun de nous a essayé de travailler sur une thématique bien précise et en parallèle, on continue à faire ça. Récemment, par exemple, on a fait un road trip juste avant le confinement. Donc, on a parcouru plus de 2700 km en Algérie pour partir chercher des images manquantes, quoi. En gros, voilà. Merci. Donc, comme je le disais en vous présentant, le collectif de 220 a été présent aussi en Tunisie, il y a de ça 2 ans déjà. Donc, je vais laisser la parole à Olfa Feki
pour aussi avoir son ressenti sur la scène artistique aujourd'hui, ses enjeux, ses pratiques en Tunisie, mais aussi ailleurs, puisque tu es une voyageuse, toi aussi, enfin, quand le Covid le permet. Donc, on t'écoute, Olfa. Alors oui, effectivement, en fait, je pense qu'on a tous le même problème. En étant commissaire et en devant principalement voyager pour des projets, on s'est retrouvés tous plus ou moins bloqués. Alors moi, la dernière année a été un peu exceptionnelle parce que je me suis rendu compte du Covid réellement qu'au bout de 3 ou 4 mois, parce que j'étais entre Malte et Tunis, et surtout qu'à Malte, à ce moment-là, tout fonctionnait normalement. On n'avait pas vraiment d'impact, donc les galeries, les espaces, tout était ouvert, alors qu'à l'international, j'entendais des échos comme quoi tout fermé, les fondations des musées, des projets reportés, les foires annulées ou reportées. C'était assez triste, la vérité. En même temps, à Malte, la scène ressemble assez, en plus, le mode de fonctionnement, on va dire, ressemble assez à la Tunisie. C'est assez petit, c'est assez restreint. Du coup, je crois que moi, la dernière année a été bénéfique pour une chose, parce que ça a donné le temps et assez de recul pour plein de gens, en tout cas pour moi, de prendre le temps de remettre en question, ou peut-être pas forcément remettre en question, mais revoir mes relations, recontacter les gens, prendre le temps de parler avec les artistes, avec mes collègues, avec peut-être des personnes avec qui j'ai perdu le contact depuis longtemps, et du coup découvrir de nouvelles initiatives, de nouveaux projets. Moi, je n'étais pas du tout très chaude pour tout ce qui est virtuel pendant le Covid. Donc, j'avais un moment très bloqué, en fait, cette partie où les visites virtuelles des musées, des expositions, ça, je n'ai pas du tout aimé. Du coup, pour moi, c'était un long processus d'accepter, en fait, le fait d'avoir un travail qui nécessite d'être sur place, qui nécessite des relations humaines en direct, de partir d'un coup sur des réunions ou des tables rondes sur Zoom. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième ou la troisième seulement que je fais depuis une année, parce que je ne suis pas encore très... je ne m'adapte pas encore. Et je pense que malgré tout ça, oui, il y a beaucoup de positifs, mais ça a beaucoup affecté beaucoup de métiers qui, il faudra le dire, ne trouvent plus leur place, pour ne pas dire ne sont plus nécessaires quand l'art passe au virtuel. Donc forcément, il y a moins d'acteurs nécessaires sur un même projet, vu toutes les nouvelles technologies. Moi, la vérité, j'ai hâte que ça reprenne à la normale bientôt. Surtout, j'ai hâte de refaire des visites de foires, de festivals et de reprendre... même si, oui, comme a dit Leïla, ça a permis de tisser de nouveaux liens, de réfléchir ensemble, de trouver le temps de créer de nouvelles choses, de réfléchir à de nouveaux projets, à comment retravailler ensemble d'une autre manière. Sinon, je ne pourrais pas vraiment répondre à la question par rapport à la Tunisie, car j'étais assez absente la dernière année, donc je ne saurais pas dire ce qui s'est réellement passé, mais je crois, d'après les échos que j'ai, que c'était assez calme, et je crois que ce n'était pas qu'en Tunisie, c'était plus ou moins sur le continent par rapport à toutes les années précédentes, à cause du Covid, bien évidemment. Mais justement, quand tu dis que ça t'a permis en tant que curatrice de prendre le temps, de regarder, de reprendre des contacts, mais aussi je pense que les outils numériques nous permettent aussi via les réseaux sociaux, de chercher, de regarder ce qui se passe aussi sur certains comptes Instagram. Oui. Donc, est-ce que tu as fait des découvertes ou vu se dessiner de nouvelles esthétiques, en particulier en photographie, qui est ton domaine de prédilection? Alors, beaucoup.
Par contre, au tout début, j'ai pris beaucoup de temps à lire, à revoir, à lire, parce qu'on a tous, j'imagine, une liste de choses qu'on veut faire, on n'a jamais le temps de faire, des livres qu'on voudrait lire, des articles qu'on voudrait, et des textes qu'on voudrait écrire, on n'a jamais le temps de faire tout ça. Donc, je crois que les premiers 6 mois de la pandémie, j'ai vraiment pris le temps de faire ça. Et après, c'est vrai qu'on a plus le temps en étant surtout confiné chez soi, même si moi, je n'ai pas vraiment vécu de confinement, d'être plus en ligne que d'habitude et du coup de découvrir de nouvelles choses et retisser les liens déjà et parler avec d'autres collègues ou d'autres artistes te permettent, suite à la conversation, bien sûr, de découvrir de nouveaux talents et de nouvelles choses. Donc oui, pour moi, ça a été reprendre, donner plus le temps à mon travail de commissaire, mais la partie découverte, lecture, loin en fait de tout ce qui est vraiment projet de création. Et je crois que tu te rends compte en fait qu'en fait on a besoin de ça vraiment, de considérer, de le mettre dans notre calendrier de vie en fait. Avoir une petite pandémie tous les 2-3 ans, ça serait bien. Oui, d'accord. Ça sera un autre débat. Donc, merci Olfa pour ton retour. Qu'en est-il du côté de la Fondation Louis Vuitton, grosse institution culturelle incontournable pour l'art contemporain? L'open space offre vraiment la possibilité de découvrir de jeunes artistes et de nouvelles pratiques artistiques, mais aussi curatoriales dans la mise en espace. Donc, Ludovic, quels sont les liens que toi, au niveau de ton travail, tu tisses avec la scène artistique africaine? Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Oui. En fait, oui, donc Open Space, c'est un programme qu'on a imaginé en 2018. Et donc, la Fondation a ouvert en 2014. Et à partir de 2018, on a eu envie, ça faisait déjà plusieurs années qu'on y pensait, mais qu'on a formalisé un programme qui est dédié aux artistes émergents. Et le principe, c'est d'inviter un artiste à faire un projet spécifique pour la Fondation. Et ce qu'on a voulu dès le départ, c'était un projet qui se fasse dans une temporalité assez courte et qui soit assez à chaud. Évidemment, le Covid a un peu stoppé dans notre élan, c'est-à-dire que quand on a été confiné à Paris, on avait ouvert une exposition donc, depuis une semaine seulement. Et c'est vrai que quelque part, tout s'est arrêté, évidemment, pour nous aussi pendant plusieurs mois. En ce qui concerne plus précisément Open Space, on n'a pas vraiment fait de travail digital sur les réseaux sociaux plus que d'habitude par rapport au confinement. On n'a pas vraiment proposé de visite virtuelle, tout simplement quelques contenus qu'on avait développés avec l'artiste, mais on n'était pas spécialement, on n'avait pas une réelle appétence pour ça. Et le prochain Open Space qu'on ouvre, ce ne sera pas avant, a priori, le mois de mai. C'est-à-dire qu'il y aura un peu plus d'un an qui seront passés entre deux expositions, alors que d'habitude, ça dure 3 mois, c'est plus rapide. Évidemment, on se déplace, on essaie de voyager pour voir des choses, rencontrer des artistes qui permettent d'enclencher en fait les choses beaucoup plus vite et rapidement. Juste peut-être pour revenir un peu par rapport à ce qu'ont dit les autres, moi je dirais que la période du confinement, ça a peut-être permis de prendre conscience quelque part de sa pratique curatoriale et de comment on voulait travailler et comment on pouvait travailler. Je pense que c'est propre à chacun. Mais j'utilise aussi, je pense, comme chacun d'entre vous, les réseaux sociaux pour aussi parfois découvrir des artistes, prendre contact avec des artistes. On se rend compte que ça atteint vraiment assez vite ses limites, en fait. À partir du moment où on ne peut pas les rencontrer en vrai, on ne peut pas les voir en vrai, c'est pas évident, en fait, à distance, d'arriver à développer un projet avec un artiste qu'on ne connaît pas, qu'on a rencontré uniquement via Instagram ou une adresse mail et même via un Zoom. Ce n'est pas du tout les mêmes façons de travailler. J'espère qu'on va pouvoir vite revenir à quelque chose de plus naturel voilà, dans notre manière de travailler. Et par rapport au continent, en fait, moi, le dernier voyage professionnel justement que j'ai pu faire, c'était à Marrakech pour la foire 154 et où j'ai vu plein de choses. Et c'est vrai que le lien que j'ai avec le continent, en tous les cas, mon intérêt
pour les artistes, pour les différentes scènes qui sont développées, a été un peu freinée puisque je n'ai pas pu m'y rendre. J'avais quelques occasions cette année, malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Malgré tout, je travaille sur un projet qui me tient vraiment à cœur, qui, j'espère, pourra être de nouveau reporté. Ce sera la troisième fois, dans le cadre de la saison Africa Marin, organisée par Ngoné Fall sur tout le territoire français. C'est un projet qui est dédié aux initiatives d'artistes sur le continent africain, où l'idée, c'est d'inviter, dans le cadre d'un programme de rencontres, de talks, à l'auditorium de la Fondation, 8 artistes qui ont fondé, ou en tous les cas qui ont développé un lieu ou une plateforme sur le continent africain. Et comme c'était assez frustrant de ne pouvoir en inviter que 8, et à la fois c'était représentatif et en même temps très loin de l'être par rapport à la diversité et au nombre d'initiatives qui y sont développées actuellement, on a eu envie de créer une publication, donc qui soit une sorte de numéro spécial du journal de la Fondation, un numéro qui sera gratuit et qui recense l'ensemble des initiatives d'artistes sur le continent africain. J'avais d'ailleurs pris à ce sujet contact avec Laïla Ida pour faire figurer le 18 à Marrakech dans ce programme. Donc, on espère pouvoir le faire fin juin, début juillet à la Fondation et lancer à cette occasion cette publication. Donc, c'était plutôt un temps, je dirais, de confinement de travail un peu studieux. Et après, pour mes compatriotes parisiens, je pense que je ne sais pas comment vous avez ressenti les choses, mais en fait, il y a eu le premier confinement qui était quand même très fermé. Donc, effectivement, on était peut-être plus sur des choses digitales et en ligne. Et puis, je dirais, le deuxième confinement depuis l'automne, où on peut quand même voir des choses. Et à Paris, les galeries sont ouvertes. Il y a quand même moyen de pouvoir faire comme des visites d'ateliers. Enfin, il y a des choses qui s'organisent malgré tout et on a un semblant de vie qui semble un peu reprendre. Très bien. Donc, très intéressant le projet là, de partager différentes expériences qui se passent sur le continent africain. Et justement, à travers ces partages et ces échanges, est-ce qu'il y a des approches esthétiques ou collectives qui t'ont plus interpellé que d'autres ou, En fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant en commençant à faire des recherches, tout est parti des artistes. Il n'y avait pas spécialement l'idée de partir d'artistes qui avaient créé des lieux, mais je me suis rendu compte il y a maintenant à peu près 1 an et demi que sans aide, j'ai l'impression une sorte d'exception sur le continent, qu'il y avait quand même beaucoup d'artistes qui créaient des lieux par eux-mêmes. Évidemment, en général, c'était très contextualisé par rapport à un contexte précis, par rapport à une scène, par rapport à un besoin. Que ce soit évidemment en termes artistiques, de médiation, d'éducation, qui pouvaient prendre des formes très variées. Et ce qui est assez fou, c'est justement cette diversité qu'on peut voir dans les formes qui sont parfois très souples, parfois avec des choses beaucoup plus institutionnalisées. Et c'est surtout voir l'énergie que mettent tous ces artistes en parallèle de leur pratique, de leur propre pratique artistique, toute l'énergie qu'ils mettent pour fédérer, pour accompagner aussi d'autres artistes. Et créer des lieux qui sont vraiment uniques et singuliers et que j'avais vraiment à cœur de pouvoir mettre en avant ou en tous les cas pouvoir lister et que ça sert vraiment comme un outil aussi pour tout un chacun. J'ai pas de 60 lieux pour l'instant, 60 initiatives en tous les cas. Voilà. Bon, très bien, ça pourrait être la perspective d'une mise en réseau à l'échelle du continent et puis d'échanger des expériences sur le continent même, parce que la vie, on sent que c'est l'heure des enfants. Hein. C'est la vision n'est pas uniquement nord-sud, mais aussi Aude pourra en parler tout à l'heure, parce que je crois qu'elle fait partie de l'initiative Madrasa, de comment aussi on peut ne pas forcément passer par l'Europe pour créer des initiatives ou d'autres manières de voir et de penser. Donc, on a hâte le mois de juin pour découvrir ça, Ludovic. Alors, Valentine, il y a mon écran qui change, vous changez de place. Valentine, alors, vous êtes une voyageuse, vous avez multiplié
les expériences, travaillé avec le Nigeria, aussi, si je ne me trompe pas. Pendant le confinement, on a eu le plaisir de vous entendre en dialoguant avec un artiste qui est à la Cité des Arts, si je ne me trompe pas. Donc, vous, comment vous voyez la scène aujourd'hui artistique d'une manière générale, plus proprement africaine, et par rapport à vos projets? Bonsoir donc tout le monde. D'abord, merci à l'Institut français et puis aussi merci à tous et toutes d'être là parce que beaucoup d'entre vous sont des collègues avec lesquels j'ai déjà travaillé ou avec qui j'apprécie travailler. Et c'est agréable d'avoir des moments pour se retrouver, même si c'est sûr que ce n'est pas tout à fait aussi agréable qu'autour d'un café en terrasse. Pour ce qui est de ce qui s'est produit d'une manière très personnelle pour moi dans cette dernière année, il y a eu un vrai changement, notamment concernant les scènes artistiques qui m'entourent, puisque j'ai moi-même fait un grand déplacement d'un côté à l'autre de l'océan. Donc, pendant les 6 dernières années, j'étais basée aux États-Unis, où je dois avouer que je ne passais pas tout mon temps, mais j'y étais tout de même basée. Et donc, j'avais une scène artistique qui, pour son lien à l'Afrique, était un lien de diaspora. Donc, c'était un lien très différent qui était questionné dans les projets et dans les expositions sur lesquelles j'ai travaillé, mais qui était évidemment plus distant. Et en parallèle de ça, je collaborais et je collabore toujours avec une fondation qui est basée en Suisse, qui s'appelle la Fondation Taurus, pour laquelle j'ai créé un prix d'art visuel. Et ce prix, il a été créé dans l'idée de répondre peut-être au travers que moi je percevais dans d'autres prix, notamment photographiques, qui souvent étaient thématiques et parfois avec des thématiques très vastes ou trop vastes à mon sens. Et j'avais assez de désaccords avec un certain nombre de prix qui, d'une certaine manière, de par leur mécanisme, le choix des artistes qui étaient faits, les jurys qui présidaient dans ces prix, créaient des formes d'imposition de discours sur des territoires qui pouvaient parfois être très lointains. Et donc, pour peut-être répondre à cette problématique que je percevais dans le paysage culturel, j'ai proposé la création de ce prix, le prix Taurus pour les arts visuels, qui en fait tous les 2 ans s'attache à une zone géographique qui peut être de la taille d'une rue à, disons, la taille d'une région. Et en fait, la particularité de ce prix, c'est que le jury est constitué de personnes qui sont issues de ce territoire et absolument pas de la fondation ni de professionnels du domaine, disons. Donc, il y a un ancrage très, très local important, chaque fois très différent. Donc, le jury, évidemment, se renouvelle avec la zone. Et ensuite, il procède à un partenariat entre une institution qui est sur cette zone géographique et une institution suisse. Donc, il y a aussi l'idée pour moi dans ce prix de créer des collaborations. C'est quelque chose qui m'importait et qui a fonctionné assez bien jusqu'à, en effet, la pandémie, puisque le premier lauréat du prix, qui est nigérian, Anthony Obayomi, malheureusement a vu ses expositions reportées. Donc, elles devaient avoir lieu en octobre passé. Elles auront lieu en octobre prochain au Lagos Photo Festival au Nigeria et pour ce qui est de la Suisse à Bienne, dans le cadre des journées photographiques de Bienne et du photoforum Pasqua. Donc voilà, et suite à, disons, ces projets et avec cette pandémie qui nous a tous finalement affectés un peu de la même manière, moi j'étais par malchance peut-être en voyage, en déplacement professionnel pendant le début de la pandémie. Et les États-Unis ont fermé leurs frontières sur mon nez. Donc, je me suis retrouvée hors de chez moi et je n'ai jamais pu retourner chez moi. Donc, voilà. Et donc, j'ai dû me réécrire. Et c'est par ce biais-là que je suis arrivée à la Tate moderne. Voilà, donc c'est sûr que mon rapport avec le continent africain, il a toujours été un rapport de distance,
puisque j'y ai passé beaucoup de temps, notamment au Nigeria, mais finalement, j'y passe toujours beaucoup de temps. Mais aussi dans l'idée de collaboration et d'échange. Et je pense que c'est ce genre de partenariat, comme celui que j'ai pu nouer dans le cadre de Taurus, finalement, avec la pandémie, ces dynamiques n'ont pas véritablement changé. En revanche, je note clairement un changement radical pour ce qui est des pratiques qui m'intéressent en ce moment. En effet, l'image mouvante, parce que même si ça paraîtrait un médium, la vidéo, qui très facilement peut être déplacée sur Internet, par exemple, en vérité, l'expérience du cinéma, elle existe, et elle n'existe que dans la salle noire. Et d'une certaine manière, les artistes avec lesquels je travaille, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, ce qui m'importe, en fait, c'est de m'assurer qu'ils puissent, qu'ils souhaitent. Donc, on s'est retrouvés à la tête dans un cadre où certains projets, bien sûr, on pouvait les traduire sur la plateforme numérique, mais on a fait le choix de ne pas le faire parce que plus que d'affirmer notre présence pendant ce hiatus de la pandémie, ce qui nous importait, c'était de nous assurer qu'on continuait à maintenir le lien qu'on avait avec les artistes, qui est un lien de confiance qui s'est créé au fur et à mesure des années sur cet engagement-là de montrer leurs œuvres comme ils le souhaitent et du mieux possible. Voilà, donc moi j'ai été aussi peut-être un peu comme Olfa réfractaire à ce passage sur Internet, en tout cas du point de vue institutionnel. Après, à titre privé, dès les premiers jours de confinement, j'ai échangé énormément de films avec un artiste qui lui-même était réalisateur. Et donc, j'ai profité d'une certaine manière de la manne, la manne digitale de cette période où, en effet, beaucoup de films ont pu être échangés. Mais d'un point de vue institutionnel, et je crois quand on est dans des institutions comme la Fondation Louis Vuitton et beaucoup d'autres, y compris toutes celles qui sont sur le continent, il y a un autre engagement par rapport à l'œuvre, qui est un engagement aussi de qualité, et évidemment à la Tate Moderne, c'est aussi quelque chose qui nous importe. Voilà un petit peu en quelques mots. Merci, j'aime beaucoup le terme engagement, c'est-à-dire que chacun dans vos pratiques, vous êtes aussi engagé vis-à-vis des artistes, c'est-à-dire que vous devez aussi de pouvoir montrer leurs œuvres dans un contexte où celui qui les regarde peut la comprendre, l'appréhender, etc. Et effectivement, le digital est un écran supplémentaire pour pouvoir l'apercevoir. Et c'est vraiment la difficulté. Alors justement, entre celui qui fait et celui qui regarde, Mariana, vous êtes chercheuse, et quel est votre regard sur cette scène artistique, justement, par rapport à votre pratique, et comment vous vous associez à des artistes ou avec des collectifs pour analyser toute cette pratique? Ouais. Merci Elsa pour tes questions, et merci pour l'invitation aussi à l'Institut français. Alors, moi, je dois dire, je ne suis pas seulement chercheuse, j'ai un travail de commissariat d'expo depuis 10 ans. Donc, la recherche, c'est-à-dire, c'est un peu, ça a été toujours part de ma pratique de commissariat. Et maintenant, les dernières années, ça a été un peu mon premier engagement parce que mon doctorat. Mais je dois dire que j'ai toujours travaillé en parallèle entre la recherche et les commissariats. Donc, oui, voilà, la question du spectateur et du spectateur engagé, c'est un peu le sujet de ma recherche. Et je dois dire, bon, j'ai deux expériences à ces côtés-là. D'un côté, la dernière année, en 2020, j'ai commencé à travailler avec une initiative espace qui s'appelle CoCulture à Berlin.
Donc, l'initiative a été lancée et fondée par un artiste activiste syrien, Khaled Barakeh, qui existait depuis 2017. Mais en 2020, ils ont décidé d'ouvrir aussi un espace, un project space. Donc, moi, j'ai commencé en janvier, juste 2 mois avant les confinements et tout. Et voilà, donc ça n'était pas comment dire, un grand début de travail. Donc, on a bien sûr vu que la problématique de la pandémie, ça aurait duré longtemps. Donc, je dois dire, même si finalement on a eu la chance d'organiser, de co-curer une exposition en octobre, puisqu'à Berlin, en octobre, il y avait encore les espaces, les musées étaient ouverts. Donc, on a eu cette chance-là. Mais de l'autre côté, à la fin d'octobre, tout a été fermé. Donc, je dois dire, la décision a été de ne pas engager dans un programme des événements digitaux, numériques, parce que là, pour des initiatives, des espaces inconnus, parce que l'espace devait être lancé en mai. Donc, pour un espace comme ça, une initiative comme ça, le numérique, le digital n'avait aucun sens. Donc là, on a tout arrêté dans le Project Space. Donc voilà, l'initiative, pour ce qui concerne aussi ma perspective sur les continents, CoCulture travaille sur et en collaboration avec des artistes syriens surtout. Donc comment dire, l'objectif, c'est d'explorer le travail des artistes syriens et surtout les artistes syriens ou en exil, en diaspora. Donc là, c'était ma perspective sur les continents, c'était surtout sur des artistes d'une région spécifique. Voilà, donc la diaspora, c'était un peu sur lequel je me concentrais. Je dois dire que par rapport à ma perspective sur le continent, moi, j'étais à Tunis pour mes recherches de doctorat en 2018. Donc là, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes et d'initiatives. Donc, je dois dire, grâce à ça et grâce à la pandémie, je dois dire, j'ai eu la chance aussi de continuer à suivre le travail des artistes, le travail d'initiative, la rue par exemple. Je dois dire, grâce à la pandémie, j'ai pu suivre tous les performances, ces projets performance rooms, etc. Donc là, il y a ce projet, par exemple, d'une commissaire, Wefa Gebsi, qui a lancé cet archivar. Donc là, je pense qu'elle a lancé cette initiative déjà avant la pandémie, mais je dois dire, c'était parfait pour elle et pour le projet parce que après, cette plateforme pour connaître le travail des artistes tunisiens dans la région et pour permettre des achats aussi, donc de créer cette pont entre ou connexion entre les collectionneurs et les artistes sans passer par des galeries. Là, je pense que le temps, c'était parfait pour le projet. Donc voilà, je dois dire, d'un côté, j'ai profité beaucoup, donc je n'ai pas pu voyager, mais puisque je connaissais déjà, donc je savais où chercher, qui chercher et qui voir, donc j'ai pu beaucoup suivre. Mais de l'autre côté, bien sûr, on se pose beaucoup de questions à propos de notre travail de commissariat. Donc, quel format, comment travailler sur l'espace de l'écran. Donc, j'ai déjà entendu par les autres, Valentine surtout. Donc là, il faut penser, bien sûr,
on peut beaucoup faire, mais de l'autre côté, il y a l'espace physique, c'est difficile à surmonter. Donc, il y a toujours, je pense, maintenant, je ne sais pas si, bon, bien sûr, à titre personnel, mais aussi professionnel, je me pose beaucoup de questions sur mon rôle de spectatrice engagée et de l'autre côté, comment je peux travailler dans le digital, dans le numérique, d'une façon qui ne soit pas seulement une documentation de ce qu'on voit, mais comment avoir une expérience. Donc, bien sûr, il y a toujours une expérience à travers la vision, à travers l'écran, ça c'est clair. Mais maintenant, je pense que le problème, le défi, c'est qu'il y a énormément de choses à voir. Donc, là, je pense que c'est un grand problème. Le format doit devenir quelque chose de différent. Je pense que les artistes et les commissaires qui s'occupent du numérique doivent nécessairement forcément penser à des différents formats. Parce que toutes les questions qu'on avait avant à propos du digital, de notre présence de l'écran, etc., je pense maintenant que tout a changé. Donc là, il faut vraiment beaucoup réfléchir sur quoi faire. Merci beaucoup, Mariana. Donc, je retiens que quand même, cette pandémie a offert à chacun de vous, à un moment, une pause qui a permis aussi de réfléchir à vos pratiques et de voir de quelle manière vous pouviez changer ou basculer vers d'autres choses. Vous avez cité Archivart. Archivart est partenaire avec l'IFT dans la mise en place de ce salon qui aura lieu les 26 et 27 février. Effectivement, c'est une des premières plateformes de ce type qu'on rencontre en Tunisie. Donc, l'heure court, mais je voudrais quand même encore vous entendre chacun. Donc, je reviens vers vous, Aude. Tout à l'heure, j'ai signalé que vous faisiez partie du réseau Madrasa. Et surtout pour ce deuxième tour de table, j'aimerais que vous parliez justement de cette expérience et un peu de quelle perspective voyez. Vous avez souligné toute la difficulté qu'ont les artistes dans le continent au vu de la fermeture des frontières et de la pandémie, de la difficulté d'exister et de se faire voir et de se montrer. Est-ce que des initiatives où, en fait, on ne passe plus forcément par les États-Unis, l'Europe pour créer des réseaux peut être une de ces alternatives pour voir l'art et les pratiques artistiques autrement? Le fait que je fasse partie de Madrasa, c'est un peu une expérience que je dirais lointaine parce que ça fait quand même des mois qu'on ne s'est pas réunis tous et toutes pour travailler sur un nouveau projet. Il est vrai qu'on a eu des projets qui se sont déroulés, par exemple, l'année dernière à Tabacalera en Espagne, mais il faut dire que tous les membres du collectif Madrasa n'étaient pas impliqués. Mais l'expérience de faire partie de Madrasa a été une expérience particulière que je trouve intéressante, qui pourrait être l'une des alternatives qu'on pourrait peut-être voir en ce qui concerne de nouvelles formes d'existence du monde de l'art sur le continent africain. Nous avons révélé, par exemple, le fait que déjà sur le continent, qu'il n'y ait pas un véritable marché de l'art et que les artistes en majorité dépendent de l'extérieur, des galeries à l'extérieur et des collectionneurs externes. Donc peut-être créer et penser à créer des collaborations déjà sur le continent. Il ne s'agit pas seulement ouest-ouest, mais aussi nord-ouest, qui n'est pas quelque chose qui arrive déjà très souvent. Bon, j'ai vu, par exemple, pendant Africa 2020, cette collaboration qui a eu lieu entre l'ICI et
l'espace Douala au Cameroun, qui a permis de créer des différentes connexions. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on passe par les mêmes conditions d'existence, que ce soit dans le nord de l'Afrique ou que ce soit dans l'Afrique de l'Ouest. Moi, en fait, beaucoup ont déjà parlé des différentes difficultés de du format digital, du fait d'exister sur Internet. Mais en fait, moi, je me pose des questions parce que ça n'a pas été difficile. On pourrait révéler l'avantage d'avoir pris du temps. Mais qui a pris du temps? Moi, je n'ai pas pris du temps, je n'ai pas eu le temps de penser, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir et de penser parce qu'en même temps, il fallait renégocier des contrats, renégocier les projets. Il y avait des projets qui étaient annulés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on paie les artistes est-ce qu'on paie les artistes? Est-ce qu'on ne les paie pas parce que le projet ne s'est pas déroulé? Donc, cette façon de travailler digitalement révèle aussi déjà, en fait, la précarité du monde artistique, elle existe. Mais j'ai bien peur que le travail là sur le monde virtuel ne soit que là pour encore augmenter cette précarité-là. Je veux dire, quand on invite un artiste à montrer un film pour un programme en ligne, est-ce que les mêmes critères de paiement de salaire, est-ce qu'on les revoit? Est-ce que ce sont les mêmes? Et puis, quand on parle du temps, moi, j'ai eu l'impression ça va vite, ça allait vite trop pour moi. Et actuellement, je crois que je suis en train de sombrer parce qu'il fallait être présent et suivre tous les événements qui se passent, qu'est-ce que les artistes font. En fait, je crois qu'il y a eu quelque part la peur de ne pas faire quelque chose. Et cette peur-là a créé tellement, au moment où on parle de ralenti, on a plutôt fait le contraire, accélérer et encore surproduit des événements. Et moi, je me demande aussi, déjà que les événements normaux des expositions, on parlait déjà de la question des publics, mais quand on va vers le digital, c'est pour qui? C'est pour quel genre de public? Si je vais penser, par exemple, à la scène camerounaise, je ne crois pas que le public de la camerounais ira chercher les événements sur le net. Et c'est pour autant, c'est pour des raisons aussi particulières que beaucoup des institutions locales ont eu du mal à faire, mais ont été obligés de continuer avec des événements même si le COVID ne les avait pas affectés de la même manière. Donc oui, je pense qu'il faudrait repenser des nouvelles formes d'existence et aussi peut-être pas penser de nouveaux formats curatoriaux. Moi, j'ai hâte que tout revienne à la normale. Qu'est-ce qu'on fait des artistes qui non que pour pratique la peinture, le dessin? Est-ce qu'ils vont ils seront obligés de se reconvertir au film, à la photographie? Moi, ce sont des questions que je me pose. Je ne suis pas sûre que j'ai des réponses. Je suis en plein questionnement et en plein... ouais. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. En fait, cette pandémie, elle a mis à nu, et pas seulement dans le domaine artistique, de nombreuses failles. Et le digital, c'est vrai, quand on est dans des pays où il y a la fibre optique, on oublie que dans d'autres pays, tout le monde n'a pas accès à un ordinateur et à une connexion stable. Et on oublie qu'effectivement, il y a un moment, il fallait absolument occuper le terrain et montrer qu'on était là et qu'on existait encore. Et donc, il y a eu une overdose comme ça de digital. Mais ce que vous dites sur la précarité des artistes, le fait qu'ils ne peuvent pas circuler librement, envoyer leurs œuvres en dehors des circuits classiques, c'est le cas aussi en Tunisie, c'est vraiment quelque chose qui les met en grande difficulté. Ça a accentué le fait que dans beaucoup de pays du continent, le manque de législation et de circulation renforce cette précarité au niveau de leur statut. Et si je pouvais juste oui, dire très brièvement qu'au-delà de la question de la fibre optique, mais c'est aussi comment est-ce que dans certaines géographies, on définit la question artistique et l'expérience à l'art.
Moi, je sais qu'au Cameroun, j'aurais beaucoup de mal, et même aujourd'hui en Europe, j'aurais beaucoup de mal à m'adapter à cette expérience artistique par le digital, parce que pour moi, l'art doit être humain, ce sont les contacts, c'est la communauté, c'est se retrouver ensemble, c'est discuter, échanger, partager. Donc, Tout à fait. Et justement, Armelle, comment vous avez parlé tout à l'heure du fait que la foire, c'est des œuvres, c'est des expositions, mais c'est aussi des discussions, des rencontres, des échanges d'idées. Est-ce que ces problématiques qui ont été posées par la pandémie, vous allez les reprendre pour la prochaine édition de la foire, c'est-à-dire un peu le statut de l'artiste, la circulation des œuvres, de nouvelles pratiques curatoriales, la question du marché tel qu'il est défini actuellement? C'est une bonne question, en effet, Elsa. Alors, sur notre programmation culturelle, d'habitude, nous avons une thématique qui donne le là et qui va permettre de définir un petit peu les différents sujets des tables rondes et des intervenants qui vont venir y participer. Il y a également effectivement une ou deux tables rondes qui sont plus axées sur le marché et les institutions ou la relation avec les collectionneurs. En général, on a une collaboration qui se réitère tous les ans avec Sotheby's. Cette année, on sera également sur une programmation culturelle avec une thématique. Alors, c'est vrai que la question, effectivement, enfin, les questions qui sont relatives à toutes les problématiques dont souffrent les artistes face à un petit peu la précarité de la situation avec cette pandémie, sera abordée, mais ce ne sera pas le thème central de la programmation. Quoique, on a un petit clin d'œil, dans cette thématique de la programmation culturelle, parce que je l'ai appelé Aaron Roustan, selon un livre autobiographique de Birago Diop, que je voulais aussi être en lien avec la seconde édition de la Biennale de Congo à Kinshasa, qui pour le coup, elle, s'appelle Le souffle des ancêtres. Donc, c'est des thématiques qui vont s'entrecroiser. On aura beaucoup de liens avec cette biennale cette année au sein de la programmation culturelle. Donc, effectivement, ça va soulever des débats dans certaines tables rondes, parce qu'on aimerait aussi effectivement pouvoir réitérer des invitations avec des institutions. Puis les artistes, comme d'habitude, seront là, seront invités autour de cette table ronde. Mais c'est vrai que ça va d'abord débattre de la thématique de la programmation culturelle, qu'on invite aussi à jouer pour les projets que vont soumettre les galeries dans leurs propositions pour la foire. Voilà, c'est nous, notre proposition, au-delà de cette programmation culturelle, c'est vraiment de revisiter un peu le format de la foire, et ce format qu'on va rajouter, on va être en complément, qui est le virtuel, parce qu'il est difficile d'y passer maintenant à côté, et en tout cas de s'en passer et de ne pas le proposer. Un des rares avantages, il y a des avantages, hein, mais c'est vrai que je rejoins pas mal de mes collègues et amis autour de cette discussion. C'est vrai que le physique, les rencontres physiques nous manquent beaucoup. Que la pratique et l'expérience de l'art, comme l'a justement dit Aude à l'instant, est primordiale en tout cas dans la relation artistique. Elle est également indispensable dans la relation de l'artiste au collectionneur et à la galerie, pour qu'il y ait une histoire qui se tisse, pour qu'il y ait une continuité. Sinon, effectivement, un marché a du mal à perdurer. Tout cela est quand même basé sur des relations humaines, hein. Ce ne sont pas juste des transactions. Donc, tout ça a son importance. Voilà, c'est pour ça on écoute, on s'adapte, parce qu'il faut s'adapter, hein, on est tous contraints de s'adapter en ce moment, mais voilà, pour nous, l'expérience humaine et physique reste au cœur de nos préoccupations. D'accord. Donc, c'est intéressant de voir justement de quelle manière
le digital est un outil et ne remplace en rien l'expérience esthétique, comme on dit, pour mettre des grands mots, et le ressenti. Leïla, justement, je reviens vers vous par rapport au digital. Donc, vous l'avez expérimenté à travers des rencontres comme celles qu'on fait ce soir, virtuelles, etc. Mais est-ce que vous avez vu, parmi les acteurs qui vous entourent, artistes et autres acteurs culturels, un changement dans les pratiques, justement, à cause de ce digital? Comme disait Aude tout à l'heure, mais finalement, est-ce qu'on va tous être obligés de faire de la photo et de la vidéo? Pardon. Alors, je crois que en ce qui nous concerne, on a essayé justement de mettre en place certains programmes pendant la période 2020 où on n'a pas pu ouvrir l'espace, et on a vu que les retours étaient mitigés. Je ne suis pas sûre que ce soit un format aujourd'hui qui corresponde vraiment à ce que attend la scène artistique locale, au Maroc en tout cas. C'est pour ça qu'il était important pour nous à un moment donné de décider de reprendre l'activité dans l'espace, et qu'on a vraiment fait un effort qui était important pour réouvrir l'espace à la reprise au mois de septembre, et de proposer cette programmation autour de... Bon, il y a eu une programmation importante sur 3 mois sur le cinéma marocain dans les années 60 et 70, qui était une proposition de la curatrice Léa Morin. Je vois qu'il y a énormément d'initiatives qui sont en train de se faire, mais en définitive, la scène locale et la dynamique locale, elle est beaucoup basée sur le lien humain et sur la rencontre. Et pour nous, ça se matérialise aussi par un certain nombre d'activités qui sont plus axées sur la médiation, ce que je disais tout à l'heure, sur des ateliers. Au départ, notre programmation est beaucoup axée sur les arts visuels, avec des expositions autour desquelles s'organisent des rencontres, des ateliers qui nous permettent de créer une médiation et d'élargir notre réseau, de toucher de nouveaux publics, et à travers les différents axes sur lesquels on travaille, d'aller se lier avec des institutions, que ce soit des partenaires artistiques, institutionnels, des écoles, des universités, etc. Mais au-delà de ça, il était également important pour nous de continuer dans cette direction-là. Et donc, il me semble que le digital est venu apporter une couche supplémentaire. Ce que disait Aude est très juste tout à l'heure, c'est qu'on s'est rendu compte que ça a été presque un double travail pour nous. En tout cas, pour un lieu physique comme le 18, ça nous a on a dû redoubler d'efforts et de travail. On ne s'est pas senti obligé, mais en même temps, on a été beaucoup sollicité pour faire des propositions. Alors c'est vrai, on s'est mis un peu en retrait pour repenser et pour se dire, est-ce que ça valait vraiment le coup de programmer des choses en ligne ou pas? Encore une fois, pour qui est-ce qu'on programme? Si c'est pour un public et une audience internationale, oui. Mais pour nous, en tout cas, qui sommes vraiment ancrés sur un contexte très local, Marrakech dans un sens, mais plus sur le territoire marocain et régional. C'était une question qui revenait, et ça valait le coup vraiment de se poser cette question-là. Donc, oui, le digital prendra forcément de l'espace. On le voit aujourd'hui, on a été invité par la foire en 54, qui n'aura pas lieu physiquement à Marrakech cette année, mais qui nous invite à faire le curating du forum. Ce qui a été quand même un travail assez important qui est venu se rajouter à toute la programmation qu'on est en train de faire dans l'espace. Et du coup, on se pose la question, comment est-ce que on va faire pour fonctionner justement s'il faut, et d'un côté, programmer dans un espace, et de l'autre
côté programmé pour un espace virtuel, parce qu'en définitive, le virtuel est un espace. Alors, est-ce que c'est une spécialisation? Est-ce qu'on le fait de manière alternée? Est-ce qu'il faut exister et physiquement et virtuellement? Ce sont vraiment des questions qu'on se pose. On n'a pas aujourd'hui les moyens réellement de répondre à tout ça. Ni les moyens humains, ni les moyens financiers, clairement, puisque aujourd'hui, on a toujours programmé, on a écrit et on a fondé toute notre programmation autour de l'espace et de la rencontre. Il me semble que dans la majorité des espaces et des initiatives au Maroc, il en est de même. Ceux avec lesquels on collabore, en tout cas, ont beaucoup axé aussi sur ces axes de médiation autour des communautés locales. Donc, le digital reste une question qui, bien sûr, à laquelle on se confronte forcément, on ne peut pas y couper, on est forcé d'exister. Et en même temps, c'est une magnifique opportunité pour nous de pouvoir exister au-delà de nos frontières, au-delà de nos contextes, et pouvoir tisser des liens aussi avec des espaces dans d'autres territoires. Aujourd'hui, Aude, par exemple, participe à une des tables que nous organisons pour la foire 154. Elle fait partie aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, du collectif Madrasa. Madrasa s'est constitué aussi durant une résidence avec l'atelier de l'Observatoire. Donc, c'est des choses aussi qui existent en partie grâce à ça, grâce à ces réseaux qui ne peuvent exister qu'à partir du digital. Donc, c'est en quelque sorte un équilibre à trouver entre l'espace physique et l'espace digital. Mais je pense qu'on est toujours dans cette forme d'apprentissage au jour le jour, de se dire vraiment qu'est-ce qu'on a envie quelle énergie et quel investissement on a envie de mettre dedans. Merci pour ce retour d'expérience. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier dans tout ce que vous dites, justement, on le soulignait tout à l'heure, du public, de la manière de recevoir l'œuvre et de quand même conserver ou de créer des cadres pour les accueillir à travers justement la médiation qui est de plus en plus présente. Et puis aussi essayer de tisser des liens. Vraiment, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente, comme via l'expérience du forum que vous mettez en place ou ce que Ludovic présentait tout à l'heure. Donc, Youssef, par rapport à l'expérience, justement, vous expliquez tout à l'heure, vous êtes passé de la photo numérique, en fait, à refaire de l'édition papier, donc de passer d'un monde digital en quelque sorte à de nouveau un monde physique. Et justement, comment les différentes expériences que vous menez, que ce soit à travers le collectif ou à travers l'édition, comment le public le reçoit ou quels outils de médiation vous mettez en place pour qu'il découvre tout ce travail? Alors, je pense que la question qu'on se pose en premier lieu, c'est pour qui produire. C'est-à-dire toutes ces images et tout, est-ce qu'on les fait pour un public local? Est-ce qu'on le fait pour diffuser ça à l'international et tout? Et je pense que la réponse à cette question peut avoir une influence sur l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, par exemple, il y a l'un des phénomènes qu'on voit en Algérie, c'est que pas mal de réalisateurs font des films. Ici, il y a pas beaucoup de salles, il y a beaucoup de salles de cinéma, mais qui sont fermées et tout. Et donc, les films ne sont pas réellement vus par des Algériens ici et tout. Et ça, donc, beaucoup de films sont faits pour des festivals, sont faits pour un public européen ou pour des Algériens qui vivent ailleurs. Ça, donc, ces films-là, quand ils sont vus ici, on voit qu'il y a un décalage, quoi. Et c'est la même chose pour tous ces projets photographiques. Et du coup, nous, on essaye de produire
pour pouvoir montrer ça aux Algériens qui vivent ici au début et puis au reste du monde. Et au début, on trouvait une difficulté pour le faire, quoi. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut montrer tout ça. Donc, on a essayé, chacun de son côté, il y a l'un des membres, par exemple, qui a exposé dans la rue, en collant des photos sur les murs. Il y a l'univers virtuel qui nous a permis de montrer toutes ces photos à beaucoup de monde. C'est-à-dire, on passe d'une galerie qui peut accueillir une dizaine, une vingtaine de personnes par jour à une galerie qui contient des millions d'utilisateurs. Donc, c'est une vraie révolution, mais en même temps, beaucoup d'informations tue l'information. Ça donc toutes ces images se font dans ces milliers et ces millions d'images, quoi. Et voilà. Et donc toutes ces questions et avec l'arrivée de la pandémie a fait que tout l'univers est devenu comme ça, quoi. C'est-à-dire presque toutes les galeries sont fermées, presque toutes, je ne sais pas, par exemple pour ce qui concerne l'Algérie et tout, le peu de galeries qu'on a, le peu de musées qu'on a sont fermés. J'imagine que c'est le cas de pas mal de pays dans le monde. Et donc, le fait que cette pandémie est universelle a fait que tout le monde a subi ce que le tiers-monde a toujours subi, quoi. Cette difficulté de faire voyager des œuvres, de faire voyager des artistes carrément est vécue par tout le monde. Ça donc, voilà, on est en train d'utiliser tous ces supports numériques pour voir les mêmes choses de la même manière, quoi, pour une fois. Bon, oui, c'est bien de voir le verre plein et de voir que effectivement le digital a des inconvénients, ne remplace jamais la rencontre physique, mais aussi peut permettre certaines choses. Olfa, pour ce dernier tour de table, et on me dit qu'il y a le couvre-feu, qu'il y a des gens qui doivent rentrer, même si c'est en virtuel, mais il y a les techniciens et je n'ai pas vu l'heure. Donc, Olfa, quelles sont les perspectives pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire après toute cette expérience de la pandémie, du digital? Je sais que tu ne l'aimes pas trop et que tu as envie, donc un futur Kerkena numéro 2. Oui, pourquoi pas. En fait, c'était plus ou moins prévu pour l'été 2020, mais vu la pandémie, c'est impossible. Vu que la plateforme en elle-même doit passer par plusieurs étapes très importantes, plus importantes que le festival en lui-même. Donc pour moi, c'est plus cet aspect rencontre, résidence, faire rencontrer des gens, faire collaborer des gens entre eux avant le réel festival que le festival lui-même. Donc oui, on attend de voir et d'essayer de dater le terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va sortir de la pandémie rapidement? Est-ce qu'un Kerkena 02 comme Kerkena 01 serait possible? Encore pour l'année 2021, je doute un peu. Peut-être l'année 2022. On est malheureusement, par rapport à d'autres événements, on est assez restreint par la période, vu que la plateforme se passe sur une île, donc on est obligé de la faire pendant l'été. Sinon, entre-temps, oui, j'essaie d'explorer d'autres manières et d'autres process et démarches curatoriales, même si je trouve que le digital devrait compléter en fait le travail, mais ne pas venir comme outil principal. Je crois que, comme Aude l'a souligné tout à l'heure, c'est vrai que ce qui se passe maintenant, c'est devenu la course plus à qui est le plus visible virtuellement. Donc, si on n'est pas visible, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, je ne parle pas bien évidemment des personnes qui sont assez
qui ont plus de 20 ans d'expérience, plus de 30 ans, ou les artistes assez connus, ou je dirais plus les artistes stars, mais je parle de la grande communauté de la scène artistique. Déjà que cette question se posait avant, si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, si on n'est pas présent virtuellement, c'est qu'on n'est pas forcément en train de travailler, ou bien peut-être c'est ce que les gens pensent, alors que ce n'est pas du tout vrai. Que dire maintenant pendant la pandémie? Je vois et je remarque que les gens essayent d'être plus présents pour dire qu'on est là, en fait, qu'on essaie de faire des choses, mais trop faire les choses aussi au digital, ça pourrait aussi tuer l'œuvre en elle-même, la démarche en elle-même. Merci, merci beaucoup, Olfa. Donc, on attendra 2022 pour Carpiena numéro 2. Il n'y a que des 2, donc ça devrait se faire. Donc, Ludovic, par rapport au projet dont tu parlais tout à l'heure et puis ton approche du digital, je veux dire, au quotidien, tu travailles comment justement? Parce que c'est vrai que cette pandémie bloque les voyages et puis surtout la curiosité quand on a la possibilité de voyager, de ne pas aller dans les ateliers pour juste sentir l'ambiance, échanger avec l'artiste, etc. Donc, tu as dit qu'à Paris, tu arrivais un petit peu à aller visiter quelque chose, mais donc justement pour le projet là que tu mets en place, c'est que par Zoom, c'est par rencontre où il y a des artistes ou des acteurs qui sont en Europe et qui font relais. Il y en a que j'ai pu rencontrer, effectivement, et sinon, ça s'est passé par téléphone et essentiellement par mail, je dois dire. En ce qui concerne le programme d'exposition Open Space à la Fondation, en fait, on a eu un peu de mal pendant la période du confinement à inviter même un artiste. En fait, on se disait que c'était un peu étrange dans un contexte comme celui-ci. Déjà parce qu'on ne savait pas et on ne sait toujours pas quand on pourra réouvrir, mais surtout des échos que j'avais de plein d'artistes, il y en a qui réagissaient très différemment. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont travaillé, d'autres qui n'ont pas du tout pu travailler. Je pense que ça a imposé peut-être de revoir un peu la manière de fonctionner, en tous les cas la mienne. Et Dans quel sens, par exemple? je me rends compte qu'on travaille beaucoup, j'essaie de voir beaucoup de choses, de me renseigner au maximum, de rencontrer plein d'artistes, d'être assez actif, mais que sans projet précis, à plus ou moins long terme, c'est toujours difficile en fait, de ne pas arriver à se projeter, de ne pas pouvoir se projeter en fait, sans avoir une deadline, une échéance, que ce soit pour faire un entretien, participer à un catalogue, faire une exposition ou monter un événement. Je me suis rendu compte que dans ma pratique, en tous les cas, c'était assez compliqué de le faire plutôt dans l'absolu. Bon, là, les choses vont rentrer un peu dans l'ordre, puisque a priori, on est censé pouvoir ouvrir dans quelques mois, si tout va bien. Et par rapport au digital, je crois que moi, je suis un peu comme tous les autres, je n'ai pas réussi à vraiment plonger dedans. C'est-à-dire qu'au début, j'essaie de regarder un petit peu, mais pour reprendre un peu ce que disait Aude, je suis d'accord, enfin, peut-être pour d'autres raisons, mais j'ai pas eu spécialement le temps de regarder par exemple toute la journée ce qui pouvait se faire sur les réseaux sociaux, de suivre des visites virtuelles dans tous les musées. Enfin, j'essaie de regarder un petit peu, mais avec beaucoup de distance. Et comme tu le rappelais, c'est vrai que ça ne remplace jamais l'expérience réelle. Peut-être la seule chose que je pourrais ajouter, et je laisse la parole aux autres, c'est ça a permis, en tous les cas, j'ai vu pour pas mal d'institutions, de musées, centres d'art, de galeries, etc., de pouvoir peut-être mettre en avant des contenus auxquels habituellement on n'avait pas accès, ou qui étaient peut-être un peu moins visibles au-delà même en fait, de l'exposition. Pas mal de musées, par exemple, vont essayer de rentrer dans des expositions, enfin dans les collections, pardon, pour faire des focus plutôt sur des œuvres ou autour d'artistes, peut-être de mettre en avant des archives, en tous les cas, voilà, qui ont réussi à donner un autre contenu que celui auquel on peut avoir accès habituellement. Merci. Non, donc toujours l'ambivalence de l'outil. Valentine, quelles sont donc vos perspectives, vos envies dans la mesure du possible et avec ou sans digital, vu que aussi, comme beaucoup d'entre vous, les calendriers ont été complètement chamboulés et beaucoup de travail à faire pour justement gérer, encourager les artistes, parce que c'est quand même d'eux qu'on parle beaucoup. Voilà, je vous laisse nous dire quelques mots à ce sujet et puis on terminera avec Mariana. Pardon. Je pense que
peut-être pour moi, l'envie pressante, ce serait que la Tate réouvre ses portes au public. Malheureusement, le Royaume-Uni est dans son 3e confinement. C'est aussi la raison pour laquelle je suis en France actuellement. Donc ça, c'est une envie vraiment forte. Mais après, de manière plus générale, je crois, j'ai vraiment, je le disais un peu peut-être sur le ton de la blague tout à l'heure, mais j'ai vraiment hâte qu'on puisse retravailler avec les artistes et aussi, peut-être on a beaucoup parlé des artistes et peut-être un peu aussi des commissaires, mais en fait, dans mon rapport aux expositions, ce qui m'intéresse aussi, c'est toute la dimension matérielle des œuvres et donc la production et donc les encadreurs, particulièrement évidemment dans le domaine de la photographie, mais aussi pour ce qui est de l'image mouvante, les monteurs, les accrocheurs avec lesquels on travaille. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me manque vraiment, qui est un aspect du travail que j'aime beaucoup profondément et qui me manque, et peut-être c'est ce qui me manque le plus d'un point de vue personnel dans le travail, la collaboration avec les artistes et tous ces producteurs culturels qui sont aussi dans une situation assez dure. Voilà, et puis peut-être pouvoir tous nous revoir en personne. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Marrakech pendant cette période, donc voilà, j'ai pu expérimenter un peu le programme, la manière dont d'autres institutions en fait fonctionnent dans cette période, et notamment le 18, et j'ai eu la chance de voir l'exposition incroyable qu'il y avait à ce moment-là. Donc, je me sens très, très chanceuse, mais c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de travailleurs culturels qui me manque beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à oublier ce que quelquefois Françoise Vergès appelle les invisibles, c'est-à-dire toutes ces personnes qui, en fait, au-delà de l'artiste et du curateur, travaillent à une exposition et fait qu'elle est vivante et présente. Et c'est vrai que pour eux aussi, la situation est extrêmement difficile. Donc, bon, on va espérer que tout ça cesse très bientôt. Mariana, quelles sont vos perspectives pour les semaines à venir dans le cadre des différents programmes de collaboration que vous avez? Bon, là, il faut attendre. Maintenant, tout est fermé à Berlin. Donc, je dois dire, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est un peu de projeter, de réprojeter tout ce qu'on avait déjà dans les programmes indépendants et avec des institutions. Moi, là, je vais un peu continuer, j'espère cette année aussi, avec ces projets pédagogique je fais depuis 2016 et qui s'appelle Between Broadcast, qui, je dois dire, a bien fonctionné l'année dernière aussi en ligne, donc avec les étudiants des universités et des universités. Donc là, on va continuer ça. Et après, voilà, je dois dire, la question, c'est aussi comment être créatif quand on est aussi angoissé pour ce qui va se passer. Donc là, il y a aussi cette question, on veut faire, mais de l'autre côté, on a peur. Donc moi, je dois dire, c'est un peu ça ce que je vois avec mes collègues, les artistes, les commissaires. C'est un peu, voilà, ça c'est l'autre côté aussi de la situation maintenant. Oui, non, c'est vrai que pendant cette pandémie, on a aussi exigé à beaucoup de gens d'être, mais tu es artiste, crée, tu as du temps, crée, tu es curateur, fais, réfléchis, produis. Et Non, mais en fait, ça ne marche pas. Voilà, exactement. On est tous humains avec nos limites et surtout nos envies et ce qu'on a envie de faire dans l'instant. Je vous remercie infiniment à vous tous. Valérie va être contente, je suis pile dans les temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Et puis, prenez soin de vous et des vôtres et bon courage pour tout et beaucoup de succès surtout. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée.